Votre réaction à ce texte? C'est toujours le génie de Céline qui, même quand il pourrait parler de choses abstraites comme justement ses procédés stylistiques, trouve des métaphores prodigieuses qui ont qui sont œuvres de style. C'est parce que ce qui est formidable, c'est que quand il fait une sorte d'art poétique, c'est une défense et illustration surtout de son art poétique. Et ce qui m'intéresse, c'est le côté illustration, c'est-à-dire que c'est un texte d'une verve, d'une vitesse exactement remarquable. Et je crois qu'effectivement, c'est tout à fait cela, c'est-à-dire que cette manière dont il explique, dont il biseaute les rails, dont il emporte les gens à toute vitesse, et puis où la moindre petite erreur, le moindre mot qui ne serait pas le mot exact, la moindre petite faute de ponctuation, autrement dit, la moindre petite erreur d'aiguillage ou d'alignement des rails sera la catastrophe. Et c'est ce que explique très très bien Céline, et qui montre à quel point cet écrivain, dont on dit couramment qu'il est forcené, qu'il est vociférant, etc., est un styliste au sens de la dentelle. Bon, l'image qu'on a donnée traditionnellement, c'est celle de sa mère qui faisait de la dentelle, etc. Et c'est vrai qu'il y a un côté de dentelle dans le style de Céline. Il y a un côté danseur aussi, un côté aérien. Non, mais ce qui est intéressant, c'est les jours, c'est les blancs, c'est les 3 points, c'est cet art du... Ce que j'aime, c'est la grande humilité avec laquelle il parle de son travail d'écrivain. Il en parle vraiment comme un artisan. Et dans ce disque qu'on a écouté, à un moment, quand il dit « il faut faire fin, sans quoi c'est une gaffe ». Et il répète sans arrêt, il revient toujours sur cette notion de l'artisanat, du mot qu'on polit, comme vous disiez tout à l'heure, des 10 mots dans lesquels il en choisit un, et qui doit être le bon. Et il en parle vraiment comme un artisan, comme un horloger presque. Mais le mot de légèreté est un mot très important chez Céline. Et l'un des reproches qu'il fait le plus souvent aux gens, il avait cette image, il disait... quelqu'un lui reprochait justement d'avoir quand même aboyé de manière effroyable. Il disait, oui, mais c'est parce que je suis fin, et il se comparait à ces chiens de traîneau. Il disait, quand il y a un traîneau dans la neige, avec les chiens de traîneau, on met toujours en tête de l'attelage une chienne, parce qu'elle est plus fine que les autres, parce que c'est la chienne qui renifle et qui sent les crevasses cachées par de la neige, et si elle aboie très fort, c'est parce qu'elle est plus fine que les bons gros chiens qui suivent derrière, parce qu'elle sent les crevasses, et c'est un effet de finesse que d'aboyer très fort, parce qu'elle sent les crevasses. Et je pense qu'effectivement cet esprit de finesse, oublions la métaphore et l'occasion pour laquelle Céline la justifiait, était, je crois, très important chez lui. Alors Geneviève Dorman, Céline Aboyeur, on va le voir à propos du texte qu'il a écrit sur Sartre. Non, c'est pas un texte sur Sartre, c'était une réponse à Sartre, qui l'avait accusé d'être antisémite et d'être payé. Alors là, ça l'a mis dans un état de fureur totale. Il a écrit un petit chef-d'œuvre qui s'appelle La lettre à l'agité du bocal. C'est comme ça qu'il désignait Sartre, c'est comme ça qu'on le désigne toujours d'ailleurs dans un certain milieu raffiné. Et je dois dire que là, il accumule l'exagération, l'invective, c'est très très drôle. En plus, il affecte toujours de l'appeler Jean-Baptiste Sartre, ce qui est vraiment la pire insulte qu'on puisse faire à quelqu'un en se trompant sur son prénom. Mais c'est très 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 drôle. Je crois que c'est ce que vous avez fait un jour, non? Je l'ai fait un jour, moi je reprends les recettes de Céline, pourquoi pas. Oui. Je trouve ça... Alors Henri Virlogeux va lire un extrait de ce texte qui a été publié dans les Cahiers de l'Erne. Ça a été publié dans les Cahiers de l'Erne. C'était d'abord dans le Gala des Vaches, oui. Puis après il y a une plaquette, l'anneau de la Tartas. Et puis après c'est... Je veux dire que Céline, qui ne doutait de rien, l'avait proposé, la première destination, il l'avait proposé à Paulan pour la revue que dirigeait alors Paulan, qui était les Cahiers de la Pléiade, puisque la NRF à ce moment-là ne paraissait pas. Et alors Paulan voulait en faire quelque chose pour Céline, avait proposé de publier un texte, et Céline lui a envoyé ça. Alors évidemment, Paulan lui a refait parvenir en lui disant que ça ne convenait pas. Alors après quoi, Céline a dit, on peut peut-être donner un ballet. Alors Paulan a répondu, oui, mais le ballet c'est trop léger, l'autre c'était trop fort et le ballet c'est trop léger. C'était le ballet Foudres et Flèches, le ballet de 45. Et alors c'est comme ça que finalement les Cahiers de la Pléiade ont sorti, c'était certainement une meilleure chose pour tout le monde, ont sorti le début de Casse-Pipe, qui était la seule partie mise au point à ce moment-là de Casse-Pipe. Et ce texte figure bien sûr aussi dans les éditions du Club de l'Honnête-Homme, bien entendu. Assassin il voudrait l'être, c'est entendu, mais génial. Petite crotte à mon cul génial. C'est à voir. Oui, certes, cela peut éclore, se déclarer, mais JBS, ses
yeux d'embryonnaire, ses mesquines épaules, ce gros petit bidon. Ténia, bien sûr, Ténia d'homme, situé où vous savez, et philosophe, c'est bien des choses. Il a délivré, paraît-il, Paris à bicyclette. Il a fait joujou au théâtre, à la ville, avec les horreurs de l'époque, la guerre, les supplices, les fers, le feu. Mais les temps évoluent et le voici qui croît, gonfle énormément JBS. Il ne se possède plus. Il ne se connaît plus. D'embryon qu'il est, il tente à penser créature, le cycle. Il en a assez du joujou, des tricheries. Il court après les épreuves, les vraies épreuves, la prison, l'expiation, le bâton. Et le plus gros de tous les bâtons, le poteau. Le sort entreprend JBS, les furies. Fini les bagatelles. Il veut passer tout à fait monstre. Il engueule De Gaulle, du coup. Quel moyen. Il veut commettre l'irréparable. Il y tient. Les sorcières vont le rendre fou. Il est venu les taquiner. Elles ne le lâcheront plus. Ténia des étrons, faux tétard. Tu vas bouffer la mandragore. Tu passeras succube. La maladie d'être maudit évolue chez Sartre. Vieille maladie, vieille comme le monde, dont toute la littérature est pourrie. Attendez JBS avant de commettre les gaffes suprêmes. Tentez-vous. Réfléchissez que l'horreur n'est rien sans le songe et sans la musique. Je vous vois bien Ténia, certes, mais pas Cobra. Ah, pas Cobra du tout. Nul à la flûte. Macbeth n'est que du grand guignol et des mauvais jours, sans musique, sans rêve. Vous êtes méchant, sale, ingrat, haineux, bourrique. Ce n'est pas tout JBS. Cela ne suffit pas, il faut danser encore. Je veux bien me tromper, bien sûr, je ne demande pas mieux. J'irai vous applaudir lorsque vous serez enfin devenu un vrai monstre, que vous aurez payé aux sorcières ce qu'il faut, leur prix, pour qu'elles vous transmutent, éclosent en vrai phénomène, en Ténia qui joue de la flûte. Je voudrais, pour reprendre un petit peu la conversation, lire quelques lignes de la préface de Henri Godard à son édition de la Pléiade de Voyage au bout de la nuit et de mort à crédit. Ainsi se précise et se réalise dans le même temps, de volume en volume, et c'est la réponse à la question que posait tout à l'heure Alphonse Boudard, un projet romanesque effectivement assez neuf, qui revendique contradictoirement la garantie du réel et le droit à l'imagination, qui se veut à la fois autobiographie et roman, non plus sous la forme facile, timide de l'ancien roman autobiographique, mais en affichant l'antinomie et en faisant d'elle sa première provocation, comme une autobiographie roman, autobiographie sans devoir d'exactitude, roman sans gratuité. Je crois que c'est quand même là quelque chose de fondamental. Oui, c'est un aspect qui me frappe, qui est moins spectaculaire que d'autres, mais qui ne me paraît pas moins important. C'est une innovation, non plus dans le domaine de la langue, non plus dans du style, mais dans le domaine des formes romanesques. Céline a inventé une sorte de nouvelle forme du roman, qu'il invente progressivement, qui répond à ce qu'on pourrait appeler une crise de la fiction, parce qu'il y a effectivement un dégoût ou une espèce de lassitude devant la production indéfinie de nouveaux personnages, de nouvelles histoires, etc. Arrivé à un moment, après un siècle et demi, la chose apparaît à certains comme trop facile d'une certaine manière, et il y a ce parti pris, cette invention de faire coller le réel, le vécu et l'imaginaire, c'est-à-dire de partir toujours d'une réalité vécue et qui pour lui se trouve authentifiée dans la mesure où une bonne partie de sa vie est publique, en tout cas pour les 4 derniers romans. Le lecteur sait d'avance que quand on lui parle de la prison de Copenhague ou quand on lui parle de Sigmaringen, effectivement, Céline y a été. Donc il part de cette espèce d'authentification de la biographie et à partir de là, il se donne libre cours pour un approfondissement par l'imaginaire, pour une transformation
de telle sorte qu'effectivement il y a ces deux termes qui sont antinomiques et qu'on ne peut que finalement que juxtaposer, mettre l'un à côté de l'autre. Raymond Moretti, comment avez-vous résolu cette question? Je crois qu'elle est très importante. Au fond, on a l'impression que chaque fois que Céline utilise un mot ou lance une phrase, immédiatement son imagination part dans un sens ou dans un autre. Les personnages restent là, ils sont solides, mais en même temps il y a une évasion constante par le vocabulaire. Oui, c'est donc la forme là. Très très souvent je travaille comme ça, c'est-à-dire que je pars d'une structure classique, d'une base, quoi, d'un schéma de base, et puis les formes suivent. Elles viennent une après les autres, c'est-à-dire que les traits appellent d'autres traits, les couleurs appellent d'autres couleurs, les formes d'autres formes. Donc on peut aller jusqu'à l'infini comme ça. Et puis on peut reprendre en même temps aussi les premières formes d'initiales et puis revenir. C'est-à-dire que c'est un travail qui ne s'arrête jamais. C'est baroque finalement. C'est très baroque. C'est ce qu'il appelle féerie, c'est la féerie, au fond, cette féerie qu'on invente toujours, qui meurt toujours, qu'il faut faire renaître, c'est une sorte de polypier, de feu d'artifice quotidien qu'est chaque individu célinien. C'est-à-dire, cette hésitation entre fiction et réel, il y a quand même, on retrouve ça aussi quand même en gros chez Proust, justement, différemment bien sûr, mais justement, ce qui est intéressant dans votre œuvre graphique qui est inspirée par Céline, c'est que vous faites un peu comme Céline qui est à la fois chroniqueur et délirant, s'inspirant de sa vie. C'est que vous, justement, exactement, souvent j'ai remarqué, il m'a semblé que vous partiez de photographies de Céline, donc d'un élément réel irréfutable, et que vous greffiez votre délire, si j'ose dire, pictural, à partir de photographies. Donc à partir alors, il me semble que cette démarche-là est effectivement une démarche, enfin, analogique, disons, un peu à une démarche de Céline, partant se voulant chroniqueur et délirant sur sa chronique, disons. Vous avez été aussi un romancier autobiographique. Est-ce que vous avez utilisé cette recette célinienne du passage de la réalité à l'imaginaire? Pas exactement. Moi, j'ai fait des chroniques comme ça, plutôt dans un langage argotique qui se rapprochait des démarches d'Albert Simonin. Oui, mais est-ce que l'argot pour vous, comme pour Céline, c'est la haine? Non, du tout. Là, je crois qu'il le dit. Oui, Céline dit ça. Il le dit dans un texte qu'il a donné à c'est la langue des plus démunis des hommes. C'est les plus démunis contre le patron, enfin c'est l'ouvrier contre le patron. Mais là je crois qu'il a dit ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Geneviève Dorban. Moi je voulais parler d'un texte que je vois dans l'édition de Mme Fieschi, et que je crois pas très connu, au moins des gens de 25 ans, et après tout il faut leur dire des choses. Et ce texte, moi je le connaissais pas, et c'est le professeur Villain qui m'a fait découvrir ce texte il n'y a pas tellement longtemps, quand il y avait dans je ne sais plus quel hôpital parisien des affections ou des bébés qui mouraient, personne ne savait pourquoi. Et Villain m'a dit, mais lisez la thèse qu'avait fait Céline là-dessus, c'est tout simplement un manque d'hygiène. Car Céline avait fait sa thèse de médecine sur un médecin autrichien qui s'appelait Semmelweis, et qui avait découvert la raison pour laquelle dans une maternité d'Autriche, toutes les femmes qui venaient accoucher mouraient. Et on s'est aperçu simplement c'est parce que les gens qui les accouchaient ne se lavaient pas les mains. Et Céline avait fait cette thèse et qui est maintenant reprise en particulier par le professeur Villain qui lui fait laver les mains de ses chirurgiens. Et c'est quand même assez important parce qu'on pense jamais à Céline sous cet aspect du médecin et du médecin utile qu'il a été, et qui, entre autres, je crois que c'est pas dans cette édition, mais donnait des conseils pour ne pas gaspiller les médicaments, et pour cette espèce de gâchis de la sécurité sociale absolument incroyable dont on parle beaucoup en ce moment. Et c'est aussi un aspect de Céline, ça, il y avait un aspect terre à terre, près des pauvres, près des gens, près des souffrants, qu'on sent dans ses romans beaucoup, et je veux dire, son métier de médecin a aussi une très grande importance sur sa façon d'écrire et de voir les petites gens, de voir les gens souffrants et malades.
Et ça, c'est très important à mon avis. Vous étiez malade d'Alphonse Boudard quand vous l'avez vu. Est-ce qu'il vous a soigné? Non, du tout. Non, j'ai été le voir comme ça, mais et sur la tuberculose en 1954, il était très en retard, j'ai remarqué. Enfin, on soignait déjà à bloc avec les antibiotiques. Il était encore sur de très vieux médicaments. Mais ce que je voulais dire à propos de Semmelweis, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est très curieux, que Céline fasse sa thèse précisément sur ce médecin qui va devenir une sorte de martyr, alors que Céline va rechercher par la suite une espèce de il y a différentes façons par lesquelles Céline s'est martyrisé lui-même, et l'antisémitisme en a fait partie. Alors ça, c'est très curieux qu'ils prennent cette thèse de Semmelweis. Ce que vous disiez sur les médecins qui se lavent les mains, Semmelweis, c'est le point de départ de Pasteur. Oui. Et refusé à son époque, parce que ça date de 1840, c'est refusé à son époque par c'est combattu. Par tout le mandarinat médical. Et ça sera Pasteur qui va reprendre ça, et Semmelweis est à la base du renouveau de la médecine, enfin de la médecine. La médecine commence avec Pasteur. Alors il y a quelque chose qui doit passionner Céline quelque part, c'est qu'il se compare, peut-être inconsciemment, en tant qu'écrivain, à Semmelweis, par sa démarche. C'est-à-dire qu'il y a avant et après Céline, comme il y a avant Semmelweis et après Semmelweis. Votre médecin qui fait laver les mains aux chirurgiens, il fait ce que font tous les... Alors je ne sais pas si maintenant... Non, justement pas. Alors là, il régresse. Alors parce que moi, j'ai été opéré, je sais pas non, mais il y a une régression. J'ai eu des types avec des mains sales qui sont venus me soigner. Oui, non, mais vous en tout cas, cette auréole de martyr qui a été celle de Semmelweis, et que Céline voudrait... Et de tous les médecins d'ailleurs, parce que c'est Claude Bernard dont on parlait tout à l'heure. Que Céline voulait s'approprier. Il le dit un peu explicitement lorsqu'il fait réimprimer Semmelweis après qu'il soit devenu un écrivain. Il réécrit une préface à Semmelweis et il dit cette phrase qui est terrible. Il dit, je crois, à la fin de sa préface à Semmelweis, tout se paie ici bien, tout ici-bas, le bien comme le mal. Le bien, c'est toujours plus cher, forcément. Oui, ça a été publié avec Mea Culpa. C'est de Noël, avant la guerre. La préface, elle est magnifique. La préface à Semmelweis, ça, c'est très important pour comprendre même la suite de Céline. Où on voit déjà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, la persécution dans le voyage au bout de la nuit, quand il est sur le bateau, l'amiral Brighton, il provoque, et tout le monde devient son ennemi, et il est enfermé. Au début de Mort à crédit, ils reviendront des quatre coins du monde pour me tuer, alors ça sera fini, je serai bien content. Alors voilà. Et puis il me manque encore quelques haines. Voilà. Oui. Ce qui est intéressant aussi, surtout dans Semmelweis, c'est que c'est un texte qu'il écrit donc comme thèse de médecine, à une époque où, semble-t-il, il ne pense pas du tout devenir plus tard un écrivain. Et ce qui est... Enfin, non, on sait déjà par des lettres, par des écrits, qu'il est... Mais ce qui est frappant, c'est effectivement à quel point ce texte Semmelweis est un texte magnifique et un texte écrit, avec une invention métaphorique exceptionnelle, un sens du vocabulaire. Très littéraire. Très, très littéraire. Mais pour le coup, il écrit pas comme du Céline encore. Hein. Non, c'était clair. Mais il y a, avec une thématique, on est déjà près du voyage au bout de la nuit, c'est ça ce que je voulais vous dire tout à l'heure. On partirait de Semmelweis, on va au voyage, alors là, l'œuvre achevée, complète, il aurait écrit que le voyage, il reste. Imaginez la tête des universitaires s'il avait écrit cette thèse dans son style célinien d'après. Oui, je crois que déjà cette thèse-là, elle faisait pas mal de bruit. Hein. Mais je crois que ce qui est important, encore une fois, avec Céline, c'est que, et c'est pour ça que je crois qu'une édition comme celle du Club de l'Atom est précieuse, c'est que je crois qu'effectivement, il est important, si l'on peut s'offrir ce luxe ou cette nécessité, de lire tout Céline et de l'essayer dans une continuité. C'est vrai, t'as raison, en somme, que j'ai convenu qu'on s'est dit, mais enfin, on est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras, tu peux pas venir me dire le contraire. Et qu'est-ce qu'on en a? Rien. Des coups de trique seulement, des misères, des bobards et puis des vacheries encore. On travaille, qu'ils disent. C'est ça encore qui est plus infect que tout le reste de leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puant, sointant des rouspilleuls, et puis voilà, en haut sur le pont au frais, il y a les maîtres qui s'en font pas, avec des belles femmes roses et gonflées de partout sur les genoux. On nous fait monter sur le pont, alors ils mettent leur chapeau de forme, et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça, bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font.
On va les aborder, les saligots qui sont sur la patrouille numéro 2, et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez, il y a tout ce qu'il faut à bord, tous en cœur. Allez voir d'abord un bon coup et que ça tremble. Vive la patrouille numéro 1, qu'on vous entende de loin. Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus. Nom de Dieu. Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre. Et c'est bien fait, plus vite, encore qu'ici. C'est tout à fait comme ça que m'approuvait Arthur. Décidément devenu facile à convaincre. Mais voilà-t-il pas que, juste devant le café où nous étions attablés, un régiment se met à passer. Et avec le colonel par devant, sur son cheval. Et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel. Ouais, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi que je criai à Arthur. Et me voici parti m'engager. Et au pas de course encore. T'es rien con, Ferdinand, qui me crie, lui, Arthur, au retour, vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Ça m'a un peu froissé qu'ils prennent la chose ainsi. Mais ça ne m'a pas arrêté, j'étais au pas. J'y suis, j'y reste, que je me dis. On verra bien, et navet, que j'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Alors on a marché longtemps. Il y en avait plus qu'il y en avait encore des rues. Et puis dedans des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements et qui lançaient des fleurs, des terrasses devant les gares, des pleines églises. Ah, il y en avait des patriotes. Et puis il s'est mis à y en avoir moins des patriotes. La pluie est tombée, et puis encore de moins en moins. Et puis plus du tout d'encouragement, plus un seul, sur la route. Nous n'étions donc plus rien qu'entre nous. Les uns derrière les autres. La musique s'était arrêtée. En résumé, que je me suis dit alors, quand j'ai vu comment ça tournait, c'est plus drôle. C'est tout à recommencer. J'allais m'en aller. Trop tard. Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous, les civils. On était faits comme des rats. Une fois qu'on y est bien. Ils nous firent monter à cheval et puis au bout de 2 mois qu'on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait trop cher. Enfin, maintenant, le colonel cherchait sa monture. Son ordonnance était partie avec. On ne savait où, dans un petit endroit sans doute, où les balles passaient moins facilement qu'au milieu de la route. Car c'est là précisément qu'on avait fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route. Moi tenant son registre où il inscrivait des ordres. Tout au loin sur la chaussée, aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait 2 points noirs, au milieu, comme nous. Mais c'était 2 Allemands, bien occupés à tirer depuis un bon quart d'heure. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces 2 gens-là tiraient. Les Allemands aussi, peut-être qu'ils savaient. Mais moi, vraiment, je savais pas. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. Il s'était donc passé dans ces gens-là quelque chose d'extraordinaire que je ne ressentais, moi, pas du tout. J'avais comme envie, malgré tout, d'essayer de comprendre leur brutalité. Mais plus encore, j'avais envie de m'en aller. Ah, énormément, absolument. Tellement tout cela m'apparaissait soudain comme l'effet d'une formidable erreur. Dans une histoire pareille, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à foutre le camp, que je me disais après tout. Au-dessus de nos têtes, à 2 mm, à 1 mm peut-être des tempes, venaient vibrer l'un derrière l'autre ces longs fils d'acier tentants que tracent les balles qui veulent vous tuer dans l'air chaud d'été. Jamais je ne m'étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil. Une immense, universelle moquerie. Je n'avais que 20 ans d'âge à ce moment-là. Finalement, cette œuvre, qui peut paraître une œuvre noire, il a dit qu'il fallait noircir d'ailleurs, est quand même une œuvre gaie. Absolument, oui, c'est sa note, c'est la note qui domine au total. Et il y a cette formule, je crois que c'est dans une lettre à Paras, où il dit je suis contre les destructions, je suis le père sperme. Et il a ajouté je suis du parti de la vie. Je suis du parti de la vie. Et effectivement, le rire et la création sont au-delà de toute cette dénonciation de noirceur ou d'un mal social ou d'un mal métaphysique ou de quelque mal que ce soit.
c'est une œuvre au total tonique, effectivement, qui ne laisse pas dans le désespoir. Et alors vous montrez qu'il y a au fond des oppositions chez lui, autant la terre, la ville et Lourdes, autant alors il y a des paysages féeriques qui sont entre eux. Il faut ajouter à ça effectivement un certain nombre que le monde contient et les hommes ont leurs exceptions. Il y a les amis, la présence féminine autour de lui et il y a ces spectacles d'eau, de bateaux, de ciel qui... et puis les nuages aussi. De nuages bien sûr, tout ce qui passe, les animaux, etc. Oui, il est au moins l'ami des hommes, est au moins l'ami des 8 millions d'amateurs de chats en France. Oui. Alors, terminons sur cette édition du Club de l'Honnête Homme. Luchevsky, vous en êtes à combien d'œuvres complètes, là? Parce que vous avez commencé avec Balzac, il y a eu Maurice Barrès, il y a eu Bardèche, aux dernières nouvelles, Alexandre Dumas, Sartre Beauvoir en 10 volumes. Vous allez continuer cette entreprise admirable, parce que de toute façon, des livres comme on n'en fait plus, il y a guère que la collection au trésor des lettres françaises à l'imprimerie nationale qui soit à peu près égale en qualité de typographie avec les illustrations qui d'ailleurs sont moins belles que chez vous. J'espère continuer très longtemps. Et quels sont vos projets? Les projets, pour l'instant, c'est Camus. Oui. Céline vient de se terminer. Camus, les projets, il y en a Pour Camus, vous le publiez en combien de volumes? En 9 volumes. Oui. Et c'est Roger Grenier qui établit toutes les préfaces. Et l'illustrateur? Une iconographie propre à Camus. Quels sont les succès alors dans cette édition des Lignes du Club de l'Honnête Homme? Vous avez Pagnol, vous avez Sacha Guitry, Il y a vous avez... 2 cas dans l'édition, c'est vrai, c'est Balzac et Pagnol. Balzac, vous l'avez réédité? Oui. Les succès, c'est Colette, c'est Saint-Exupéry, c'est Pagnol, c'est Pergaud, c'est Balzac, c'est Flaubert. Je crois que... Mais Pergaud, il n'y a pas beaucoup de volumes. Il y en a 5. 5, oui. Je crois qu'elles ont toutes bien marché. Alors je rappelle que l'édition qui nous a occupé ce matin, c'est l'œuvre complète de Céline, moins les pamphlets, publiés aux éditions du Club de l'Honnête Homme, Luchevsky éditeur, je rappelle l'adresse puisque ces livres ne sont pas en librairie, 32 rue Rousselet dans le 7e. C'est donc une édition de Céline en 9 volumes, préfacée par Frédéric Vitou et illustrée par Raymond Moretti. Donc participez à l'émission de ce matin, Luchevsky, l'éditrice, Frédéric Vitou, Raymond Moretti, mais aussi Geneviève Dorman, Henri Godard et Alphonse Boudard. Merci d'avoir été avec nous et je pense que vous aurez donné à nos auditeurs l'idée de lire ce qu'il faut vraiment, lire Céline in extenso, puisqu'on est à l'époque des œuvres complètes. Et les œuvres complètes étant d'ailleurs des fragments des mémoires. Et dans le cas de Céline, c'est vrai plus que tout.